Transmarathonienne, chapitre 3. Quand la presse s'en mêle. Le brigadier-chef Barbon était en planque dans une voiture banalisée devant la maison de retraite Les Pins Verts. 2 jours durant, il avait filé la femme qui était venue au commissariat avec, soi-disant, des infos sur les meurtres de la rue Viale et du bois de la Valmasque. Tout ce qu'il avait pu apprendre d'elle, c'est qu'elle s'appelait Marlène Larnat, qu'elle avait 30 ans, qu'elle travaillait en tant qu'infirmière dans la maison de retraite Les Pins Verts, qu'elle avait une fille de 6 ans du nom de Camille, qu'elle était célibataire, et qu'elle courait tous les matins ces putains de 10 kilomètres avant d'aller travailler après avoir déposé sa fille chez une amie qui tenait le bar du Pistou. Cette femme n'avait rien de louche a priori. Une femme lambda, tout ce qu'il y a de plus normal. Un travail, des amis, un appart, une fille. Rien qui pourrait laisser supposer qu'elle ait de près ou de loin avoir affaire à une histoire de meurtre. Et pourtant, elle avait apporté des informations réelles et tangibles à ce sujet. Elle avait vraiment vu ça dans des flashs? Va savoir. Vision, flash, prémonition. Pascal Barbon n'avait pas d'avis tranché sur la question. Comme tout le monde, le mystique l'attirait, du moins faisait vibrer une corde sensible en lui. Une corde qui remontait peut-être au début du monde, aux premiers âges. En ce temps où, allez savoir, les dieux existaient peut-être. En tout cas, il avait quand même noté un truc chez elle. C'est qu'elle était vachement bien gaulée, et que la voir courir dans sa petite tenue moulante le matin avait été une récompense sympathique pour avoir planqué toute la nuit devant chez elle. Il allait être midi, et il commençait à avoir sacrément faim. Il sortit de son véhicule et se dirigea vers une petite fourgonnette qui faisait des sandwichs et des frites. Alors qu'il avait passé commande, une voix joviale l'interpella. « Brigadier-chef Barbon, alors, on se balade ?»« Oh putain, le fouille-merde !» fit Barbon en se retournant vers l'homme qui l'apostrophait. « T'es vraiment un enfoiré. »« Hop hop hop, je suis en service, pas de familiarité, s'il te plaît. »« Tu planques ?»« Non, je me prends à manger. » « Et toi, qu'est-ce que tu fous là ?»« Pareil, je viens me prendre un sandwich. »« On mange ensemble ?» Le brigadier-chef fit mine de réfléchir, puis acquiesça. « Allez, ok, ça me fera de la compagnie. » Le nouveau venu était journaliste pour la Gazette d'Antibes. Il s'appelait Maximilien du Creuset de Rome. Mais il n'avait jamais aimé ce nom à rallonge pompeux. Il préférait qu'on l'appelle Max, tout simplement Max. Il était issu d'une famille bourgeoise. Son père aurait voulu qu'il suive ses traces et intègre la finance. Celui-ci était connu et respecté dans le milieu. Mais Max avait choisi une autre voie, le journalisme. Cela rapportait moins. Mais il était plus en adéquation avec lui-même dans ce milieu de l'investigation et de l'information, plutôt qu'à jouer avec des milliards. Il n'avait jamais aimé l'idée que son père pouvait faire la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Qu'il pouvait impacter le prix du blé, comme il pouvait déstabiliser un pays. Voire le monde entier s'il le voulait, ou par simple erreur. L'affaire Lehman Brothers de 2008, qui avait plongé l'économie mondiale dans la tourmente, était une preuve plus que suffisante. C'est en première année de fac qu'il avait rencontré Pascal Barbon. Pendant les 2 premières années, ils avaient passé plus de temps à faire la fête qu'à étudier. Mais Max avait tout de même réussi à passer en 3e année, alors que Pascal, recalé, avait décidé de choisir une autre voie. Celle des forces de l'ordre et de la paix, tout comme son père, à lui, contrairement à Max. Installés tous les deux à l'avant du véhicule banalisé, ils se mirent à discuter et bientôt Pascal lâcha des informations sur le pourquoi de sa planque. Max réussit à le faire parler un peu plus, mine de rien, et quand il le laissa, il avait déjà en tête un titre accrocheur pour son prochain article. La police fait appel au spiritisme, ou une voyante aide la police à résoudre un meurtre. Le titre était primordial. Comme la couverture d'un livre, une publicité ou même les vignettes sur YouTube, les fameuses putaclics. Les gens voulaient du sensationnel, du tape à l'œil. Et il fallait savoir faire preuve d'imagination pour les attirer. Qu'importe d'ailleurs que le contenu soit bon ou pas. Ce qui importait, c'était le nombre de ventes. Le nombre de clics, le nombre de vues. Beaucoup même ne lisaient que le titre, et se contentaient de cela pour se faire une opinion. Max ne voulait pas succomber à la facilité,
et cherchait toujours à faire du bon travail. Mais tous les journaux parlaient des derniers meurtres, et il voulait sortir du lot. Apporter une information nouvelle, quelque chose que les autres journaux ne disaient pas. Cette rencontre avec Pascal était une aubaine pour lui. Et s'il ne voulait pas qu'on lui pique l'info, car rien ne reste jamais longtemps secret, il devait écrire son article dans la journée, pour qu'il sorte le lendemain. D'habitude, il prenait son temps, vérifiait les informations, les recoupait. Mais là, le temps jouait contre lui. Et puis il s'était abreuvé à la source, pas besoin de vérifier. Quand le journal sortit le lendemain matin, une personne trouva l'article de Maximilien très intéressant. Cette personne se mit aussitôt à faire des recherches sur les maisons de retraite de la région, et sur son personnel. Marlène ne lisait pas les journaux, et regardait que très peu les chaînes d'information de la télé. Elle trouvait cela trop anxiogène. On n'y rapportait que des choses horribles, vols, meurtres, catastrophes, etc. Encore dans les journaux locaux, il y avait des choses intéressantes, mais dans les grands médias, c'était la course au sensationnalisme, et en plus il le passait en boucle. Et puis il parlait de choses qui se passaient à l'autre bout du monde, des choses que les gens n'avaient pas besoin de savoir. Cela ne leur était d'aucune utilité, mais à les lire, les voir, en entendre parler toute la journée. Forcément, ça les impactait, et créait chez eux de l'anxiété sans qu'ils s'en rendent compte. Non, très peu pour elle. Marlène s'informait juste ce qu'il fallait, souvent juste une fois par semaine. Le dimanche, et elle s'en portait très bien. Donc, quand elle arriva en début de soirée au bar du Pistou et que Sabrina posa sur le zinc devant elle le journal du jour en lui demandant « T'es au courant ?» Marlène la regarda circonspecte, puis inquiète, face à la mine outrée de son amie. « On parle de toi dans le journal ? Quoi ?» fit-elle maintenant alarmée. Sabrina ouvrit le journal à la page de l'article et le lut. De nombreuses histoires racontent comment certaines personnes ont aidé à résoudre des énigmes, larcins, méfaits de tout genre, meurtres, par le biais de dons particuliers. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de médiums, de paranormal, de parapolice. Car, comme vous l'avez compris, ces médiums ont aidé la police à résoudre des affaires. Celles-ci ne s'en vantent pas, car comment expliquer juridiquement que telle ou telle preuve ont été trouvées grâce au surnaturel ? Et pourtant, les exemples sont nombreux. Citons ce radiesthésiste qui aida la police d'Aubenas à retrouver une personne disparue. Ou encore, à la Nouvelle-Orléans, comment Rosemary Kerr aida dans le meurtre de André Daigle, qui, grâce à ses visions, a permis de condamner 2 hommes qui avaient fini par avouer le meurtre grâce aux preuves de Rosemary. Ou encore, dans l'affaire de l'infirmière Mélanie Uribe, dont on retrouve la voiture brûlée avec à l'intérieur sa tenue d'infirmière. C'est une ingénieure en aérospatiale qui, prise de vision, va retrouver le corps. Eh bien, c'est une autre infirmière, vivante, je vous rassure, qui aide en ce moment même la police à résoudre les derniers meurtres commis dans notre commune. Cette infirmière, qui travaille dans une maison de retraite, a eu des visions pendant qu'elle courait le matin. Les preuves qu'elle a apportées à la police l'ont dans un premier temps désignée comme suspecte, tout comme l'ingénieur en aérospatiale d'ailleurs. Mais la police penche désormais sur un véritable don de médiumnité. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Notre infirmière extralucide, tel Batman dans Gotham City, veille sur la ville. Signé Maximilien du Creuset de Rome. Marlène souffla de soulagement. « Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'on parlait vraiment de moi. C'est bon, c'est suffisamment évasif. »« Oui, enfin, il dit quand même que tu es infirmière dans une maison de retraite. Tu en connais beaucoup, toi, des maisons de retraite sur Antibes ? » ?»« Calme-toi, Sab. Déjà, il ne dit pas si c'est sur Antibes ou ailleurs, et ensuite, il y en a une dizaine, rien qu'ici. Alors, si tu prends en compte Cannes, Mougins, Biot, Valoris, il doit y en avoir un paquet. » Ouais. Mais j'aime pas ça. Il dit aussi que tu cours tous les matins. Mais non. Fais voir l'article. Là, regarde. Cette infirmière qui travaille dans une maison de retraite a eu des visions pendant qu'elle courait le matin. Ouais. Mais ça me plaît pas. Ces journalistes a toujours fourré leur nez où il faut pas. Ça va, Sab. Y a rien de méchant. Bon, écoute, tu as un amour de t'inquiéter pour moi, mais je t'assure que personne ne peut faire le lien avec moi. Il faut que je rentre. J'ai eu une journée assez mouvementée. On a une patiente atteinte d'Alzheimer qui a disparu dans la journée.
On l'a retrouvée cachée au sous-sol derrière une machine à laver. Enfin, je te raconterai plus tard. Là, je suis crevé. Ok, ma belle. Allez, prends soin de toi. Marlène alla chercher Camille à l'étage, salua Marc à la cuisine et embrassa Sabrina avant de sortir. Le soleil se couchait, et les maisons commençaient à s'éclairer de l'intérieur. Dans une voiture noire, un homme vit Marlène sortir du bar et se diriger avec sa fille vers sa propre voiture. Il démarra et la suivit jusqu'à chez elle. Marlène sortit de son véhicule, aida Camille à se détacher et entra dans le petit immeuble. Au 3e étage, un appartement s'alluma. L'homme penché en avant se renfonça dans son siège conducteur et ouvrit l'ordinateur portable qui était posé sur le siège passager à côté de lui. Sur l'écran, apparut la photo zoomée de Marlène. Cette photo était issue du site internet de la maison de retraite Les Pins Verts. La main gantée de cuir noir caressa l'image, puis referma l'ordinateur. 6 heures du matin. Marlène chaussait ses chaussures de course. Elle entrouvrit la porte de la chambre de Camille. Sa fille dormait encore paisiblement, puis sortit de l'appartement en refermant à clé. Elle descendit les 3 étages tout en ouvrant son application de running sur son téléphone. Elle sortit de l'immeuble. Il faisait frais. La nuit avait été sans nuages. En ce début de mai, le soleil allait bientôt se lever et réchauffer l'air. Mais pour l'instant, il faisait encore froid, sombre et humide. Quelques lampadaires étaient allumés. Elle fit quelques étirements, puis, mettant en marche son application, elle s'élança sur le trottoir. La voiture noire était toujours là, et Marlène courait dans sa direction. Elle arriva à son niveau, et ne prêta pas attention à l'homme qui, à l'opposé du trottoir sur le siège conducteur noir, emmitouflé dans sa doudoune noire, capuche rabattue sur sa casquette noire aussi, était tout aussi invisible qu'un caméléon. Marlène continua sa route, et quand elle fut arrivée au bout de sa rue et qu'elle tourna à droite, la portière de la voiture noire s'ouvrit. Marlène se sentait en forme ce matin. Sa course était fluide, légère. Elle se sentait capable de courir des kilomètres, un marathon même. Elle allait peut-être rajouter une boucle à son parcours habituel. Sur sa droite, alors qu'elle longeait une plage de sable fin, elle vit la lueur du soleil commencer à rosir le ciel. Elle entendit du bruit derrière elle. Elle se retourna et vit arriver un cycliste. Elle n'était pas la seule à se lever tôt pour faire du sport. Il la dépassa en jetant un rapide coup d'œil à ses courbes, puis fut bientôt loin. Marlène esquissa un sourire. Comme toutes les femmes, elle était reluquée à longueur de journée. Parfois les regards étaient furtifs, juste un coup d'œil à la dérobée, parfois timide, parfois surpris, parfois connaisseur, gentleman, parfois lourdingue, lubrique et obscène. Quand elle s'habillait pour se montrer, pour attirer l'œil, elle appréciait ses regards. Mais quand elle ne faisait rien pour, et que pourtant elle sentait les regards sans classe, sans réserve, sans savoir-vivre la mettre à nu, cela avait parfois le don de l'énerver. Un nouveau bruit derrière elle. Cette fois-ci, c'était un chat qui avait bondi de derrière une poubelle pour tenter d'attraper un pigeon. Marlène se recentra sur sa course. Et petit à petit, le vide se fit en elle. Inspire, inspire, inspire. Souffle, souffle, souffle. Elle n'entendait plus que le bruit de sa respiration. Des voitures passèrent. Une femme promenait son chien. Des agents d'entretien de la ville commençaient leur travail. Elle ne faisait plus attention à eux. Elle était sur le point d'entrer en transe. Au début, elle ne vit rien. Le monde qui l'entourait, les maisons, la route, les pins, s'était fait trouble. Comme mélangé à de la ouate. Puis des formes s'assemblèrent dans son esprit, et elle reconnut son immeuble. Elle était concentrée sur sa course, dans cet état second habituel et agréable. Elle ne cherchait pas à comprendre ce qu'elle voyait, ni pourquoi elle voyait ce qu'elle voyait. Elle était simplement dans sa transe marathonienne et se laissait porter, alors que son corps libérait en elle endorphine, adrénaline, noradrénaline et dopamine. La vision de l'immeuble bascula vers le bas, pour se poser sur une main gantée de noir. Une autre main gantée apparut. La main droite souleva légèrement la manche gauche pour regarder l'heure à une montre noire et grise, finement ouvragée. Marlène nota que cette montre lui était familière.
Mais elle n'était pas concentrée sur ce qu'elle voyait. Cette vision était tout autant dans la ouate que le monde qui l'entourait. Pourtant, quelque chose s'alluma en elle. Comme une alarme. Mais c'était trop faible pour qu'elle y prêtât attention. La vision se recentra sur l'immeuble, puis le porteur de la montre s'avança vers l'entrée. Il poussa la porte du rez-de-chaussée, monta les escaliers et s'arrêta devant la porte 3C. C'était la porte de son appartement. L'alarme dans sa tête se fit un peu plus forte. Mais Marlène était trop bien dans sa course. Elle sentait son corps travailler et subir l'effort, et cet effort semblait lui redonner de l'énergie. Ses pieds légers rebondissaient sans jamais trahir le moindre signe de fatigue ni de lourdeur. Cette sensation était trop bonne pour la laisser être gâchée par une quelconque alarme dans sa tête. Pourtant, sa vision commençait à être étrange et inquiétante. Les mains gantées étaient en train de crocheter la serrure de sa porte. Celle-ci s'ouvrit, et quand le porteur des gants entra dans l'appartement, la vision se tourna vers le miroir de l'entrée, et Marlène trébucha. Pour la première fois depuis ce matin, ses pieds se firent moins légers. Son sentiment de bien-être s'évapora, et une montée d'adrénaline envahit son sang et fit battre son cœur encore plus fort. Elle venait de voir dans le reflet du miroir un homme, avec une capuche rabattue sur une casquette. Et elle l'avait reconnu. C'était le même homme qu'elle avait vu tuer la femme dans les bois. Probablement le même homme qui avait tué la prostituée. Il s'avançait maintenant dans la chambre de Camille. Marlène émit un hoquet de peur. Camille se réveilla et faillit crier en voyant l'homme dans sa chambre, mais une main gantée se plaqua sur sa petite bouche. Marlène fit demi-tour et se mit à courir de plus en plus vite. Camille se débattait, mais l'homme était bien plus fort. Il sortit de sa poche un chiffon et un flacon avec un liquide incolore. D'une main, il réussit à en verser sur le chiffon et l'appliqua sur la bouche et le nez de Camille. Mais au moment où il avait enlevé sa main pour la remplacer par le chiffon, Camille avait hurlé. C'était un cri horrible, un cri de peur, un appel à l'aide. Toutes les fibres maternelles de Marlène s'animèrent. Elle filait comme une folle. Son corps lui envoyait maintenant des alertes d'un autre genre, douleur, brûlure, mais elle courait, sprintait aussi vite qu'elle le pouvait. La vision avait disparu après l'appel à l'aide de sa fille. Et c'était encore pire. Elle déboula au coin de sa rue, accrocha le rebord du trottoir avec la pointe de sa chaussure, et s'étala de tout son long, s'égratignant la paume des mains et le côté gauche, cuisse, genou, hanche, épaule. Mais elle était sourde à la douleur. Elle se releva aussitôt, entra comme une furie dans l'immeuble. L'homme qui avait tué ses femmes était avec sa fille. Pourvu qu'elle soit encore là-haut. Camille, annana-t-elle, alors qu'elle montait les marches 4 à 4. Camille, disait-elle, comme une supplique, avec une voix presque aphone. Son souffle était court, elle était au bord de la syncope. Elle arriva sur le palier. La porte de son appartement était grande ouverte. Oh, hurla-t-elle. Oh, Camille, hurla-t-elle encore en entrant et en se précipitant dans la chambre de sa fille. Le lit était vide. Sur le sol, le chiffon chloroformé qui avait servi à l'endormir. Marlène suffoquait et pleurait. Le monde tournoyait. Elle n'arrivait plus à respirer. Puis un cri déchirant résonna dans tout l'immeuble. Camille, hurla Marlène, avant de s'évanouir sur le sol de la chambre, désormais vide.